Salut à tous, bonjour et bienvenue. Ici Jester pour son troisième top. Oui, c'est un top, même si je filme actuellement mon clavier, c'est juste pour ne pas dévoiler tout de suite la nature de ce dernier. Pas du clavier, hein, du top. Hein, on se comprend. Bien. J'en profite pour montrer que mon clavier est un magnifique clitoris de clavier. Hein. On peut faire voyager la souris en appuyant là-dessus. Voilà. Bon, c'était pas terrible en fait comme van. Ce top aujourd'hui sera donc un top sur les Chevaliers d'Or. Je précise donc les Chevaliers d'Or de la première génération, enfin de Senseiya classique. Donc ce sera un top 10. Hein. Savoir qu'il y a 14 Chevaliers d'Or dans un sens, hein, en comptant Canon et Chion. Donc c'est donc un top 10. Hein. Donc 4 chevaliers ne seront pas présents. Voilà, c'est comme ça que je vais commencer mon truc. Donc je vais vous dévoiler donc le numéro 10. Le numéro 10 étant Aeolia du Lion. Voilà, Aeolia du Lion, le numéro 10. Beaucoup de gens le mettraient en numéro 3 ou même numéro 1 parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Aeolia. Moi, je l'aime bien, pas plus que ça. Il est sympathique, mais pas plus que ça. Au niveau du caractère, bah, c'est le personnage de shonen de base en fait. Il n'y a pas... Oh, un message. Il n'y a pas énormément de trucs intéressants sur lui, c'est juste un justicier qui a été dupé, qui a vu son frère se faire... Enfin, son frère... qui a vu son frère trahir le grand pop alors que c'était le grand pop qui les avait trahis, voilà. Ah, c'est un personnage pas hyper intéressant parce que bon, c'est vraiment la base de la base. Donc voilà, d'ailleurs, je montre voilà les deux armures avec l'armure du film qui est très belle, je trouve personnellement. Sauf peut-être pour son piercing à la lèvre, ça fait un petit peu trop. Encore un message. Ça fait un petit peu trop. Comment dire. Euh, Ça fait un peu trop Kevin en fait. Voilà le. Non, Kevin a le piercing à la lèvre comme ça. Donc voilà, je vais directement passer au numéro 9. Pas besoin de s'attarder plus sur ce personnage-là. Je l'aime bien, mais sans plus, c'est pour ça qu'il se retrouve à la 10e place. Passons donc au numéro 9. Le numéro 9, je refilme encore mon clavier, mais bon, c'est pour les transitions. Le numéro 9, Camus du Verseau. Alors, c'est aussi un des personnages préférés des fans. Mais moi, comme si vous le savez déjà, je sais pas, mais mes personnages préférés ne sont absolument pas les préférés de tout le monde. C'est assez étrange. Donc voilà, on est donc face à Camus, le français qui a grandi en Sibérie, maître des glaces. Camus étant un personnage froid, il ne montre pas beaucoup ses émotions, mais il montre par certains actes qu'il en a. Donc ça fait un personnage légèrement intéressant, un personnage très paradoxal, mais néanmoins il est quand même bien sympathique, surtout qu'il maîtrise donc la glace, qui est un élément que je trouve assez cool. Euh, Aussi, bon, je présume que tout le monde le sait déjà, mais c'est donc le maître de Camus, non, pas de Camus, de Crystal, qui est le maître de yoga dans l'animé et le maître de yoga dans le manga. Voilà. Euh, Moi aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup pour son armure, que je trouve très sympathique. Et aussi, ben, si je les trouve intéressants, c'est aussi grâce à donc la partie Hades, où il revient dans le but donc de tuer Athéna. Mais de façon officielle, mais officieusement, c'est juste pour lui refiler son armure en fait. Donc bon, voilà, c'est tout. Il n'y a pas non plus grand chose à dire. Je développerai surtout bah, mon magnifique top 3, hein, mais là, pas vraiment besoin de développer plus. Ah, c'est un personnage que j'aime bien pour ben, son, son armure, pour sa personnalité, qui, malgré le fait qu'elle soit légèrement effacée, quand même assez intéressant, mais le personnage est très paradoxal. Un peu comme Yoga en fait, voilà. Les deux sont très paradoxaux. Voilà, je vais passer au numéro 8. Et le numéro 8 est... Aldébaran du Taureau. Oui, oui, Aldébaran du Taureau, personnage calme, mais puissant.
Personnage très effacé, surtout dans la partie Hades, ce personnage a réussi à se mettre bien en valeur dans la nouvelle série. Et je trouve qu'il pète vraiment la classe dans la nouvelle série. Il est vraiment génial dans la nouvelle série. Et pour ça, il se retrouve au top 8. Alors vous vous dites, oh, c'est quand même ridicule de mettre Aeolia en 10, Camus en 9, et puis Aldébaran en 8. Parce que Aldébaran n'est le personnage préféré de personne. Eh bien moi, je le trouve déjà plus intéressant. De par sa puissance colossale et du fait qu'il est très très méconnu. Et c'est dommage. Il n'est pas hyper développé parce que bon, donc je disais que Aldébaran a surtout été utilisé pour montrer la puissance des Chevaliers d'Or. Et en ça, il n'a pas du tout été mal utilisé. Étant donné que Aldébaran a perdu une corne face à Seiya, c'est la seule chose qu'il a pu faire contre lui. Et Aldébaran en a juste enfin, il a juste été stoppé par ses trois autres potes, les trois autres potes de Seiya. En gros, il n'a pas été vaincu lors de la bataille du sanctuaire. Comparé à d'autres chevaliers, il n'a pas été vaincu. Maintenant, les chevaliers de bronze n'étaient pas à pleine puissance, mais Seiya, face à lui, s'est ouvert au septième sens. Et Aldébaran n'a pas une seule fois touché le sol. Pour moi, je trouve ça assez impressionnant par rapport à certains. Il a une force incroyable, Aldébaran, c'est un très très puissant chevalier. Mais vu que Aldébaran n'en parle jamais, ben voilà, on se rend pas vite compte que le chevalier Aldébaran est en effet quelqu'un de très puissant. C'est un des seuls, durant la Soul of Gold, à avoir réussi à mettre les guerriers divins à terre avec une simple mandale en fait. Il a réussi à battre un guerrier divin qui avait son pouvoir un peu, enfin un saphir d'Odin surpuissant, hein, comparé aux autres qui ont tous utilisé leur God Class. Lui, il l'a juste utilisé pour faire plaisir au guerrier divin, pour lui montrer à quel point il était faible par rapport à lui. C'est tout. Voilà. Donc voilà, j'ai tout dit parce que bon, à part ça, son armure, je suis pas hyper fan. Et son Kara Design, je suis pas fan non plus avec le mono sourcil. Enfin bon, je vais passer au numéro 7. Et le numéro 7 est Mu du Bélier. Mu du Bélier, j'aime beaucoup ce personnage. C'est un personnage calme, mais qui peut révéler quand même une puissance incroyable. C'est-à-dire qu'il a quand même réussi à mettre à mal deux chevaliers d'or d'un coup, même si les deux chevaliers d'or n'y allaient pas à fond non plus, hein, ça c'est clair. Et c'est un personnage très très puissant, un des plus puissants je trouve des chevaliers d'or. Et un personnage aussi très intelligent, bon et... Mais il est doué, il est fort, capable de réparer des armures, il est super intelligent, il est c'est vraiment un très bon personnage. Et il n'est absolument pas cliché en fait, bon, malgré son côté un peu bichonnen qui dérange beaucoup, hein. Il est tellement androgyne qu'en VF, leur avait collé une voix de femme en fait sur le coup, dans les premiers épisodes du moins. C'est un personnage que j'aime bien, même si son armure, je suis pas fan non plus. Son chara design non plus, mais c'est un personnage que je trouve très intéressant. Du fait qu'il soit loyal, qu'il soit fort, qu'il soit intelligent, c'est directement un personnage auquel j'accroche. Il me fait, il me fait éprouver beaucoup de sympathie envers lui. Voilà. Pas grand chose de plus à dire, hein. Enfin bon, c'est aussi un des personnages préférés des fans. Passons au numéro 6. Et le numéro 6 est... Papapapam, Shura du Capricorne. Bon, j'ai pris cette image-là parce que je trouve cette image magnifique. En fait, j'adore vraiment le chara design qu'ils ont donné à Shura. Et je suis content qu'ils l'ont pas fait mourir. Oh, je viens de spoiler. C'est pas grave. Je suis content qu'ils aient pas fait mourir le personnage. Alors, c'est un personnage qui est loyal, extrêmement loyal envers Athéna. Prêt à se sacrifier pour elle. Et prêt à se repentir. Donc, il a fait des erreurs à cause de Saga. Il a tué Aiolos qui essayait de protéger Athéna. Mais il essaye quand même de se repentir, d'expier ses péchés. Et ça, c'est cool quand même. C'est un personnage donc qui est rongé par les remords d'avoir tué un, le supposé Pop. Il était censé devenir Pop, Aiolos, donc bon. Et d'avoir failli tuer Athéna. Donc, en repentir, donc il revient en spectre.
Et il sauve Shiryu lors de la bataille du sanctuaire. Ah, c'est un personnage que j'aime beaucoup pour ça. J'adore son armure, j'adore vraiment la personnalité du personnage, même s'il est très froid. Il reste juste, loyal, et il est sacrément balèze. En plus, il a Excalibur dans son bras, donc d'office, il est cool, quoi. C'est un petit peu le roi de Bretagne, quoi, le mec. Voilà, je vais passer au numéro 5. J'accélère un petit peu, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Et puis, ben, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dessus, hein, quasiment, hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. J'adore vraiment ce personnage. Voilà. Surtout le chara-design du film. Même si le film est une bouse, hein, mais visuellement, il est magnifique. Et puis Shura est vraiment très très classe. Et le numéro 5 est... ta-ta-ta-tam, Canon des Gémeaux. Canon et pas Saga. Saga, je ne l'aime pas. Comme ça, vous êtes déjà prévenu, vous ne le verrez pas en numéro 1, ni en numéro 2, ni en numéro 3, ni en numéro 4. Mais Canon, c'est différent. Canon, j'aime beaucoup ce personnage. Pourquoi j'aime beaucoup ce personnage? Parce que c'est un personnage qui est torturé. Un personnage qui a fait des erreurs, un personnage qui s'est beaucoup cherché, un personnage qui a été très mauvais et puis très bon. Et il a retourné sa veste, il a un peu cherché son camp. Désolé, c'était mon téléphone, fallait que je réponde, donc bah j'ai répondu. Donc je disais que Canon a donc beaucoup cherché son camp, il ne sait pas trop où aller. Il a reçu le pardon d'Athéna. Et donc il a compris à quel point bah, il avait fait des conneries, et donc il a décidé de se repentir. Seulement, bah, les Chevaliers d'Or ne lui faisaient pas confiance, et Milo bah, a servi de juge pour voir si il pouvait vraiment faire confiance en ce personnage. Et oui. Il a été même amené à affronter son frère. C'est aussi celui-là, c'est d'ailleurs Canon qui a transformé son frère en véritable démon. Ce bougre. C'est aussi un personnage qui est prêt donc à se sacrifier pour se repentir. Il va donc se sacrifier lors de la partie Hades. Il va combattre sans armure pour pouvoir la renvoyer à son frère. Ah, c'est un personnage qui est quand même, au fond, quand même beaucoup d'honneur et qui est extrêmement sympathique pour moi. Voilà. Même si au début je l'aimais pas trop, parce que les Gémeaux je les aime jamais. Mais voilà, il fait le taf, il est cool. Donc voilà, on va passer au numéro 4. Le numéro 4, peut-on imaginer un top sans mettre Shaka de la Vierge? Shaka de la Vierge, personnage épique. Épique pourquoi? Parce que c'est un personnage très puissant déjà. C'est d'après moi le deuxième plus puissant, étant donné que le plus puissant c'est Saga. C'est un personnage froid, hein, comme beaucoup. Bon, il est juste, mais est beaucoup trop éloigné des hommes pour pouvoir connaître l'amitié, donc il n'éprouve pas d'empathie en fait. Ce qui est assez étrange étant donné que bah voilà, c'est Bouddha, bouddhisme, voilà, t'as compris. Même si c'est un personnage qui a très, enfin, en fait dans le bouddhisme, une fois qu'on arrive au nirvana, hein, comme Bouddha, on est exempt de toute réincarnation, hein, donc il ne peut pas être une réincarnation de Bouddha. Voilà, c'est juste pour donner un petit, juste pour faire chier, il ne peut pas être une réincarnation de Bouddha car Bouddha par définition, n'aurait pas pu se réincarner. En gros, il a atteint le nirvana, il ne peut plus se réincarner. Voilà. L'éveil ultime, en gros. Alors, c'est un personnage qui est, donc, comme je l'ai dit, très puissant, qui a un charisme monstrueux. Hier, il a une présence de malade, il faut 3 chevaliers d'or pour pouvoir l'arrêter. Qui doivent en plus utiliser une technique ultime. Et en plus, ils se faisaient complètement rosser, les chevaliers d'or. Hein. Sans utiliser cette attaque-là, ils étaient morts. Et oui, un personnage aussi très intelligent, perspicace. Enfin, pas assez perspicace pour savoir que Saga était mauvais, enfin bon. Il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, mais enfin, moi personnellement, parce que je suis fan de ce personnage-là, mais j'ai pas vraiment exploré non plus de fond en comble ce qu'il en était. Donc, voilà. Donc je vais directement passer au numéro 3. Numéro 3, déjà, hein, ça va vite. Hein. Ce top-ci, il va être court. Il va être court.
que bon, j'ai pas envie non plus de trop traîner. Et le numéro 3 est Milo du Scorpion, mon signe personnellement. Milo du Scorpion est un personnage que j'adore vraiment beaucoup, pour vraiment beaucoup de choses. Alors déjà son armure, je l'aime bien, sauf pour son casque je suis pas trop fan, des bouboules à l'arrière. Ça fait un peu boule de geisha, enfin. Ça, c'est pas encore trop grave. Un personnage donc que j'aime beaucoup pour son sadisme malgré sa bonté. Il va donc provoquer une mort lente et douloureuse à son adversaire, mais sera toujours prêt à le laisser abandonner. S'il dit ok d'accord j'abandonne, bah, il lui fout la paix. Et ça c'est bien. C'est aussi un personnage qui est capable de reconnaître les gens qui sont bons ou mauvais, hein. Je pense à Yoga et je pense aussi à Kanon. C'est un personnage extrêmement puissant. D'ailleurs, il a été révélé qu'il avait la même. Non, enfin, certains. Dans certains. Non, ouais, c'est dans épisode G, ouais, il a été révélé qu'il était donc le. En quelque sorte, rival d'Aeolia, donc en rivalité avec Aeolia. Et c'est aussi un ami assez proche de Camus. Ça, c'est juste pour anecdote, hein. C'est un peu aussi ce qui me fait que j'apprécie Camus. Donc, c'est un personnage qui, malgré les apparences, est assez bon, il est bon, et d'une puissance assez redoutable. C'est un personnage sadique, hein, il faut quand même 15 coups pour pouvoir abattre son adversaire. Pendant ce temps-là, l'adversaire va douiller sévère. Et au niveau du design, ben il est quand même sympa, hein. Bon, les longs cheveux, je suis pas hyper fan, mais bon, c'est pas grave. Mais il est quand même très sympa, il est puissant, il est cool. Et dans... Par contre, un truc qui est dommage, c'est que dans Soul of Gold, ben, Osef de Milo. Osef de Milo, ils l'ont laissé crever comme une merde. C'était vraiment un beau gâchis de moyens. Voilà. Parce qu'en plus, sa God Claws est encore sympathique, hein. Pour une fois, c'est pas des simples ailes, c'est des pinces. Ah, j'aime bien ce personnage-là. Donc pour ça, c'est le numéro 3. Aussi, c'est mon signe, donc il y a une petite préférence, hein, qui se fait. D'ailleurs, j'en ai carrément fait un custom surpli, hein. Voilà, très bon personnage, hein. En plus, il n'a pas non plus le caractère d'un héros de shonen classique. Mais il est cool. Il est cool. Voilà, je vais passer au numéro 2. Et le numéro 2 est... Aphrodite des poissons. Avec ça, déjà, je perds toute crédibilité. Toute. Mais je trouve qu'il est injustement sous-exploité. Je vais expliquer pourquoi. Donc il a donc une attaque qui permet de tuer en un coup si l'attaque touche son adversaire. Attaque qui est très difficilement déviable. Seul qui a réussi, c'est Mu, avec son Crystal Ball, qui est capable de renvoyer toutes les attaques. Donc bon, aussi... c'est un personnage qui, en plus, n'est pas si inutile que ça, car dans Soul of Gold, c'est un peu lui qui sauve tout le monde, hein. Voilà, c'est un peu lui qui a été le Jésus du truc. C'est un personnage qui, dans Soul of Gold, on explique à quel point il est aussi capable d'éprouver donc de l'empathie et de l'amitié envers Deathmask. Il va donc se sacrifier pour sauver la gonzesse de Deathmask. Enfin, c'était pas non plus son but de se sacrifier, quoi, mais il y était, quoi. Aussi, un truc assez important, hein, c'est le premier chevalier à... Donc, des 12. Enfin non, pas des 12, parce que... du moins dans la génération donc, des chevaliers qui ont 22 ans, hein, donc tous sauf Saga, quoi, en gros. C'est le premier à avoir eu son armure, c'est celui qui a eu son armure le plus tôt. C'est donc considérablement un prodige, en fait. C'est le prodige de la bande, capable donc d'utiliser les plantes. Aucun poison n'est efficace contre lui. Voilà, il avait quand même pas mal de choses à pouvoir faire avec lui et il est malheureusement sous-exploité. En plus, il a un design que j'aime beaucoup, avec son armure, j'adore son armure. Donc voilà, c'est dommage qu'il soit aussi peu exploité.
C'est un personnage que j'aime beaucoup. Un personnage qui, en fait, quand on y réfléchit, est très très puissant, en fait. Non, il a beaucoup de capacités. Parce que techniquement, il est les mêmes que qu'Albafica, hein, donc sans empoisonner, tout le bordel, quoi. Et il a aussi le Crimson Thorn, normalement. Donc l'attaque la plus puissante d'Albafica. Techniquement, il l'a aussi. Donc ça a été précisé par Kurumada, ça. Donc voilà, un personnage trop peu exploité, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'en plus, il est vachement cool. Donc oui, je disais qu'il était vachement cool, malgré le fait qu'il ait quand même un peu de fourberie. Mais cette fourberie a quand même sauvé les 12 chevaliers d'or dans Soul of Gold, hein. C'est une suite officielle, donc je suis désolé, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Euh, Malgré son charisme assez... Oula, ça tremble. Son charisme assez douteux, hein, et fort fort androgyne, c'est un personnage que je trouve fort peu compris. Et moi, les mal-aimés, déjà, je les aime bien, normalement. Mais lui, je trouve que il est injustement critiqué. Parce que quand on y réfléchit, c'est un personnage qui a beaucoup de capacités. Ouais, quand on explore un peu le passif du personnage, en fait, on se rend compte que c'est pas un personnage si inutile que ça. Donc voilà, je vais passer directement au numéro 1, parce que là, ça va chier. Et le numéro 1, pour perdre encore toute crédibilité, est Death Mask du cancer. Et oui, Death Mask du cancer, au début je préférais Manigoldo, et maintenant Death Mask du cancer, je le trouve tellement épique. Tellement épique. Pour ne serait-ce que la nature du personnage. Donc on sait tous que Kurumada est un grand fan de Dante Alighieri. Ok, d'accord, il y a très peu de gens qui savent ça, parce que bon, il y a très peu de gens qui connaissent Dante Alighieri. Dante Alighieri a fait la Divine Comédie, hein, Dante, les enfers, tout ça, les cercles des enfers, c'est lui qui a fait tout ça, hein. Et donc, son nom, Death Mask, vient de la dernière œuvre de Dante, qui s'appelle Le Masque de Mort. Donc c'était un moule en argile de sa trogne, hein, bien représenté par le personnage, étant donné qu'il y a des moules, des visages de ses adversaires sur à peu près toute sa baraque. On comprend un petit peu mieux pourquoi maintenant, n'est-ce pas? Euh, c'est un personnage sadique, cruel, mais pas tout à fait mauvais. Alors, on sait tous qu'il revient donc sacrifier son âme pour Athéna, hein. On sait tous aussi qu'il revient donc dans Soul of Gold et qui va donc renier les chevaliers dans le but d'aider, de protéger et de tenter de sauver une fille, en fait. Ouais, il était tombé amoureux. C'est très cucu, hein, mais je trouve que ça a permis de développer beaucoup le personnage. On commence à avoir de l'empathie pour le personnage quand il réalise, quand il explique qu'il sait qu'il est faible comparé aux autres chevaliers d'or. Parce que oui, il est faible physiquement. Mais connaissez-vous un personnage capable de tuer en un coup, mis à part Aphrodite, s'il touche? Alors, peu importe le niveau de l'adversaire, hein, évidemment. Peu importe, parce que Saga, ça compte pas, parce que Saga est très très puissant. Mais lui, avec son attaque, Shiki Shiki Mekaiha, il est capable de faire en sorte que l'âme soit séparée du corps, donc forcément, ça tue la personne. S'il a perdu face à Shiryu, c'est parce qu'il a été un peu trop imprudent et qu'il a donc décidé de descendre aux enfers pour lui maraver encore plus la tronche. Les petits trucs aussi. Donc son attaque envoie vers la porte des enfers, qui est décrite aussi dans la Divine Comédie. Voilà. Si vous voulez plus d'infos, lisez la Divine Comédie. Aussi, déjà il est sicilien, donc italien comme moi, mais aussi c'est le maître de Mei, donc un des chevaliers donc un des frères de Seiya en fait, voilà, un des orphelins. Et je trouve aussi qu'il est injustement critiqué, parce que c'est un personnage que je trouve vraiment génial. Alors au niveau du design, il est mais sublime. J'adore ce personnage-là au niveau du design. Et son armure, c'est un truc de fou. Et c'est encore mieux en surplis. Et sa God Class est ma God Class préférée. Je sais pas ce qu'il a, mais à chaque fois qu'il fait un truc, lui, il est épique. Personnage aussi, souvent
considéré comme étant le fanfaron de la bande, hein, pas très sérieux, mais quand dans Soul of Gold il devient sérieux, on sait que bah ça va chier. Et ça en chie parce qu'il fait le taf dans Soul of Gold. Et il est vraiment très très bon. Dans Soul of Gold, il se montre assez puissant et ça c'est cool. Donc voilà, j'ai fini mon top. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, bah partagez, aimez, abonnez-vous, tout le bordel. Voilà, si vous l'êtes pas encore, y a pas de souci. Moi j'accepte tout le monde. Donc je vous dis à la prochaine, peut-être pour un prochain top, je ne sais pas. Et salut les gars, salut les métalleux, surtout aux métalleux. J'adore les métalleux. Allez, ciao les gars.